Dans le cas de l'Iran et des États-Unis, il y a du nouveau. Il y a quelques instants, nous avons appris que des pétroliers saoudiens avaient changé de cap. Cela signifie qu'ils tentaient de passer par le détroit de Bab el-Mandeb, mais les Houthis, ou les Yéménites, les en ont empêchés. Ils resserrent tout simplement le blocus contre l'Arabie saoudite. D'un autre côté, l'autre problème pour l'Arabie saoudite, c'est que l'Arbaïn, comme l'appellent les musulmans chiites, le dernier jour de commémoration du martyre de l'imam Hussein est terminé en Irak. Il me semble qu'ils vont attaquer cette nuit, ou, vous savez, peut-être dans quelques heures, dans 8 ou 9 heures. On va voir une nouvelle attaque contre l'Arabie saoudite, parce qu'ils répondent aux dernières attaques. L'Arabie saoudite, avec les États-Unis, les a attaqués. Si vous vous souvenez de la dernière attaque, de la réponse qu'ils ont reçue après l'attaque de drones contre l'Arabie saoudite. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et nous avons le problème entre l'Iran et les États-Unis. Mais avant d'en arriver là, comment analysez-vous la situation avec l'Arabie saoudite et ces deux fronts actifs qu'ils essaient de gérer? Eh bien, quand on voit l'implication croissante de l'Arabie saoudite dans ce conflit, en tant que belligérant direct, mais aussi comme belligérant périphérique lorsqu'on parle du Yémen, car ce n'est pas seulement le conflit plus large dans lequel les États-Unis et l'Iran sont engagés qui a entraîné d'autres nations. Désormais, plus précisément, le conflit avec l'Iran et les enjeux liés au détroit d'Ormuz ont rendu toujours plus nécessaire le maintien de voies maritimes ouvertes vers le détroit de Bab el-Mandeb, dont les Houthis comprennent clairement qu'il constitue un point de levier. L'Arabie saoudite est désormais pleinement impliquée, militairement, politiquement et économiquement. Il y a environ une semaine et demie, nous avons vu l'Arabie saoudite diriger la formation d'une alliance de 11 nations pour tenter de répondre à la situation dans le détroit de Bab el-Mandeb. Et c'est important ici, alors qu'on regarde tout ce qui se passe, de bien comprendre. Parce que je réfléchis souvent à la région et au temps que j'y ai passé. Et si vous ne passez pas beaucoup de temps à regarder une carte, ou si vous n'avez pas passé beaucoup de temps dans la région, il devient très facile de se faire en quelque sorte une idée mentale de l'endroit où se trouvent ces pays et de qui fait quoi. Puis quand on regarde une carte, on se dit « Ah d'accord, voilà pourquoi tel ou tel pays est maintenant directement davantage impliqué. C'est une question de géographie. » Donc quand vous regardez la carte ici, voici l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est un pays assez vaste, qui a une frontière sur la mer Rouge, mais aussi une frontière sur le golfe Persique. Tout comme l'Iran possède une grande partie de son littoral dans le golfe Persique, ce qui lui donne beaucoup d'influence, mais aussi beaucoup d'importance. L'Arabie saoudite, entre les deux, vous savez, a un vaste littoral dans le golfe Persique qu'elle doit protéger et prendre en compte dans cette guerre. Mais elle a aussi, le long du golfe de la mer Rouge, depuis l'endroit où le canal de Suez débouche dans la mer Rouge, près de la péninsule du Sinaï, jusqu'au Yémen, puis, vous savez, pratiquement jusqu'à Oman. Donc, pendant les 4 mois et demi environ du début de cette guerre, on en est maintenant à 157 jours, donc environ 5 mois et 7 jours. Quand on regarde la participation ou l'implication directe de l'Arabie saoudite jusqu'ici, elle a été plutôt passive. C'était un peu, bon, vous savez, on est juste là. Oui, les États-Unis lancent certaines de leurs frappes et certains de leurs avions décollent, mais nous, et matter of fact, victimes de l'Arafi, on est juste là. Et je pense que l'Arabie saoudite comprend désormais clairement qu'elle ne peut pas conserver cette position passive. Il y a donc maintenant une implication directe. Cela signifie que si l'Arabie saoudite veut assurer un contrôle total, ou au moins tenter d'exercer un contrôle, sur le détroit de Bab el-Mandeb,
Elle peut ainsi garantir la voie alternative d'acheminement de l'énergie qu'elle propose dans ce conflit. Car si le détroit d'Ormuz continue d'alterner entre contrôle, fermeture et ouverture, l'Arabie saoudite répond « Eh bien, nous avons une alternative ». Mais cette alternative n'a aucune importance si elle ne contrôle pas le détroit de Bab el-Mandeb ou si elle ne peut pas au moins garantir qu'il reste ouvert et que le passage y est libre. Cela a donc entraîné l'Arabie saoudite dans un conflit direct avec les Houthis et Ansar Allah. Pas seulement directement. L'Arabie saoudite a aussi déplacé une partie de ses forces frontalières vers la frontière du Yémen. On dirait que vous avez perdu Anthony. Je suis de retour? Oui, vous êtes de retour. Vous êtes de retour. Vous m'entendez à nouveau, Nima? Je vous entends, Tony. Je vous entends du signal. Vous êtes de retour? Je vous vois à nouveau. Oui, c'est bon. D'accord. Oui, ça a coupé une seconde. Donc ici, le long de la frontière entre l'Arabie saoudite et le Yémen, près des détroits, près des voies navigables côtières qui contrôlent en quelque sorte les accès au détroit de Bab el-Mandeb, on voit que l'Arabie saoudite concentre désormais des forces militaires. Il en faudra beaucoup plus. Il faudra une escalade bien plus importante avant que l'Arabie saoudite engage réellement ses forces militaires conventionnelles au Yémen. Je ne dis pas que cette option est exclue. Je dis que pour l'instant, il faudra beaucoup pour en arriver là. Cela dit, nous assistons désormais à une extension de la guerre par procuration, ou de la guerre asymétrique, ou de la guerre menée par l'intermédiaire d'autres acteurs. Ansar Allah, directement soutenu par l'Iran, est maintenant en conflit direct avec l'Arabie saoudite au Yémen, principalement à travers son conflit avec la HTA, l'alliance tribale du Hadramaout. Cela implique davantage les Émirats arabes unis, parce que c'est en opposition directe avec le STA, la coalition tribale du Sud, le STC. Donc, quand on voit comment ce conflit au Yémen, si c'est bien la zone de responsabilité, la zone d'opération que nous examinons, ce n'est pas seulement un conflit qui se joue principalement ici, entre les États-Unis, l'Iran et les pays périphériques de la côte du Golfe. Il est désormais directement ici. Et nous avons aussi vu, la semaine dernière, des frappes de drones contre des navires américains transportant du gaz naturel liquéfié. Pas en mer Rouge, mais au canal de Suez, à l'entrée côté Méditerranée. Donc qui que ce soit qui ait mené ces frappes, je suis convaincu qu'il s'agissait très probablement des Houthis, parce qu'ils ont la portée et les capacités pour le faire. Cela peut désormais entraîner non seulement l'Égypte, mais aussi les nations méditerranéennes qui dépendent du passage par le canal de Suez pour accéder à la mer Rouge. Car au lieu de passer par là, vous devez contourner l'ensemble de l'Afrique, ce qui ajoute, vous savez, des jours, voire des semaines au trajet. Donc ce que j'ai toujours pensé, depuis le tout début de ce conflit, c'est que lorsque vous déclenchez un conflit, comme l'ont fait les États-Unis, sans objectif politique final clair et réalisable, pas un objectif militaire final. Un objectif militaire final, c'est d'établir les conditions d'un règlement négocié. Donc, lorsque vous commencez une guerre sans objectif politique final très clair, et non pas toute une liste d'objectifs finaux. Non, eh bien, c'est la marine iranienne, c'est la capacité de missiles de l'Iran, c'est la capacité nucléaire, c'est un changement de régime. Maintenant, c'est le détroit d'Ormuz. Eh bien, maintenant, c'est ceci. Quand on déclenche une guerre sans provocation, sans avoir un objectif final très clair, eh bien, on se retrouve avec ce qu'on appelle un glissement de mission. Et ce glissement de mission s'est maintenant étendu au point d'impliquer directement d'autres nations, comme l'Arabie saoudite et cette alliance de 11 nations. Et plus encore maintenant, on voit l'Irak être entraîné plus directement dans tout cela, parce que l'Irak continue de servir de base à des séparatistes kurdes qui mènent des opérations de l'autre côté de la frontière,
dans l'ouest de l'Iran. Les forces américaines qui opèrent dans tout le pays, pas seulement à Al-Assad, à Bagdad et dans d'autres sites où elles peuvent utiliser des intercepteurs stratégiques ou des missiles de frappe de précision stratégique, les PSM, mais aussi à Erbil, où les États-Unis disposent de lignes de communication aériennes, ALOC, et terrestres, JLOC, très robustes et performantes, ainsi que d'opérations spéciales qui effectuent du ciblage. C'est donc ce que nous observons maintenant. Et pour répondre à votre point, je pense que, lors de la prochaine période d'obscurité, nous verrons des frappes contre l'Irak. Nous verrons des frappes contre l'Arabie saoudite. Que les États-Unis soient ou non dans une période de cessez-le-feu ou de négociation avec l'Iran, cela n'a plus d'importance. Ce conflit a dépassé le cadre du conflit belliqueux entre les États-Unis et l'Iran. Il a désormais pris une ampleur telle que les acteurs périphériques ont autant à perdre et sont tout aussi directement impliqués qu'au début de la guerre. Et ce que je continue de dire, parfois les gens sont d'accord, parfois ils y réfléchissent, et parfois ils disent « Oh, vous êtes folle ». C'est que c'est comme ça que des guerres régionales deviennent des guerres mondiales. Et à tous ceux qui pensent « Eh bien, si c'était une guerre mondiale, on saurait que c'en est une », parce que les guerres mondiales commencent comme des guerres mondiales. La Première Guerre mondiale n'a pas commencé comme une guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale non plus. Les conflits périphériques en Europe se sont développés et étendus au-delà du conflit initial. Ils ont entraîné d'autres nations, puis finalement les États-Unis et d'autres pays. Et tout cela présente toutes les caractéristiques de ce scénario, au point où nous en sommes déjà. Pensez aux pays directement impliqués dans cette guerre, avec des tirs, pas seulement au soutien, mais à la guerre elle-même. Nous avons le Yémen, l'Arabie saoudite, Oman, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, le Koweït, l'Irak, l'Iran, la Jordanie et évidemment les États-Unis. Et monter, et sortir, aller en Ukraine, aller en Russie, aller partout en Europe. Alors maintenant, quand on parle de la façon dont la guerre a dépassé le cadre d'une guerre directe, du type « je te tire dessus, tu me tires dessus », on a désormais d'autres nations qui s'impliquent en disant « eh bien, on va les aider à leur tirer dessus, même s'ils ne peuvent peut-être pas nous atteindre. On est quand même impliqués. » Et vous avez raison, il faut remonter jusqu'à la Turquie, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, parce que l'Iran maintient bien une force navale importante dans la mer Caspienne afin d'assurer ses lignes de communication ou sa logistique avec la Russie. Donc quand on voit que cela entraîne aussi ces pays-là, ainsi que la Chine et la Russie, sans oublier, dès le tout début, le Pakistan. Quand on considère cette situation, elle n'était pas stable au départ. Ce conflit n'a pas commencé avec une intention claire, une justification claire, ni avec l'un ou l'autre camp disant « oui, c'est justifié ». Oui, c'est justifié. Depuis le début de ce conflit par les États-Unis, le 28 février 2026, il n'y a eu que des questions. Pourquoi? Dans quel but? Pour obtenir quoi? Un accord de paix? Pas d'accord de paix. Maintenant, nous sommes en guerre. Maintenant, nous ne le sommes plus. Ça va et ça vient, ça va et ça vient, ça va et ça vient. Donc, comme vous le voyez aujourd'hui, quand vous avez un désordre et que vous continuez d'ajouter des éléments désordonnés à un désordre déjà existant, c'est comme avoir un accident de voiture au milieu de l'autoroute, dans un embouteillage qui existe déjà à cause d'un accident survenu à 1,5 km plus loin. Cela crée les conditions d'erreurs de calcul, de mauvaises interprétations, de guerres périphériques qui peuvent dégénérer en une guerre plus vaste. Et je suis convaincu que c'est là où nous en sommes aujourd'hui en tant que monde. Nous sommes au bord de la Troisième Guerre mondiale. Je pense que le point que vous soulevez est tellement important, Tony.
Parce que je me souviens, quand la guerre en Ukraine a commencé, il était question de quelques pertes, ici et là. La Russie a commencé la guerre avec 100 000, 120 000, quelque chose comme ça, soldats. Puis on voit le nombre de victimes augmenter. Et aujourd'hui, le bilan, vous savez, le chiffre du côté des Ukrainiens, serait d'environ 2,5 millions de soldats tués pendant la guerre, quelque chose comme ça. Et on voit la même chose à Gaza. Quand la guerre a commencé, regardez Gaza aujourd'hui. Il n'y a plus de Gaza. Ils ont rasé toute la région. Et il me semble qu'à mesure que le temps passe, nous nous y habituons. On est en train de perdre, d'une certaine manière, notre capacité à comprendre comment la guerre s'étend et nous engloutit tous, sans que nous réalisions qu'une guerre mondiale est en train de se produire là, maintenant. Comment l'appeler autrement? Regardez la population de l'Ukraine. Elle était de 57 millions d'habitants. Elle est tombée à 20 millions. Comment peut-on imaginer ça? Qu'est-ce que cela signifie? Je pense que cela peut aussi arriver en Asie occidentale. En ce moment, nous parlons de 2 fronts en Arabie saoudite. Imaginez simplement qu'ils intensifient les choses, qu'ils frappent toutes ces installations cruciales et importantes, les installations pétrolières de la région. Quelle influence cela aurait-il sur l'économie mondiale, sur le marché mondial? Et est-ce que cela nous aiderait à désamorcer l'escalade? Je ne le pense pas. Je ne sais pas ce que vous faites. Sur votre premier point, oui. Le monde s'est habitué à la normalisation de ce genre de conflit grandissant, qui ne commence pas forcément par un événement historique majeur indiquant soudain « Ah là, c'est sûr, nous sommes en guerre mondiale ». Vous savez, je dirais que, si l'on remonte à la Première Guerre mondiale, à l'assassinat de François Ferdinand, l'archiduc Ferdinand, les gens disent « Ah, c'est ça qui a déclenché la Première Guerre mondiale ». C'était un événement historiquement important auquel on peut remonter sur une chronologie pour dire « D'accord, c'est là que ça a commencé ». Mais toute la belligérance, toute l'entente, toutes les alliances, toute cette opposition entre les gentils et les méchants, l'équipe rouge contre l'équipe bleue, tout cela, tous ces acteurs-là, se battaient déjà les uns contre les autres. C'était simplement l'événement qui disait « D'accord, maintenant, nous sommes de ce côté-ci, vous êtes de ce côté-là, maintenant c'est clair, fini de se demander qui fait quoi. » Tous les mêmes éléments sont déjà là. Et le monde s'y est peu à peu habitué. Il s'y est comme insensibilisé. Pensez à la guerre en Ukraine. Et je me souviens, j'étais encore en service actif à l'époque, quand nous suivions avec une grande inquiétude les briefings quotidiens du renseignement. Car si la Russie avait envahi l'Ukraine, comme elle l'a fait, l'unité dont je faisais partie, le 18e corps aéroporté, qui est la force opérationnelle interarmée du ministère de la Défense pour la réponse mondiale, était susceptible d'être déployée. Donc, nous suivions cela chaque jour. Nous avions mis en place un centre opérationnel pour surveiller la situation 24 heures sur 24 et nous préparer. Et dès novembre, décembre 2025, anticipant ce que la Russie pourrait faire, nous déployions déjà des soldats américains en avant, en Pologne et en Ukraine, pour mettre en place un soutien au ciblage. Je pense donc que le monde regarde cela et s'y est habitué. C'est presque devenu normal. Ce qui se passe à Gaza est devenu normal, parce qu'on le voit maintenant se produire au Liban, sans beaucoup plus de réflexion. La plupart des gens dans le monde font simplement défiler les informations et passent au sujet suivant. Mais ce n'est pas parce que ça s'est arrêté. Ça continue. C'est parce que c'est devenu normalisé. Et ce que nous constatons maintenant, au cours de ces 5 mois et demi, c'est ce conflit permanent. Sommes-nous en guerre? Ne sommes-nous pas en guerre? D'accord, on se tire dessus, donc nous sommes clairement en guerre. D'accord, on ne se tire pas dessus, donc nous ne sommes plus en guerre. Et nous avons perdu au fil de l'histoire cette compréhension
que ce n'est pas parce qu'on ne se tire pas de missiles dessus qu'on est plus engagé dans le même conflit ou la même guerre. Parce qu'aucun objectif final, aucun objectif politique final n'a été atteint. Et qu'est-ce que... Enfin, quelle est la... Vous savez, moi je parle de guerre mondiale en me fondant sur la définition historique, excusez-moi, communément admise. Pas sur ce que moi j'estime que c'est, pas sur ce que je suppose que c'est, pas sur ce que je vois dans les films ou, vous savez, dans le jeu vidéo Call of Duty. Quelle est la définition d'une guerre mondiale? Eh bien, la définition admise par les historiens et les spécialistes des guerres, c'est la suivante. Une guerre mondiale est un conflit international de grande ampleur, impliquant la plupart ou l'ensemble des grandes puissances mondiales, s'étendant sur plusieurs continents et exigeant une mobilisation totale de la société. Comme l'expliquent les synthèses historiques, le terme était principalement réservé à des conflits comme la Première Guerre mondiale, puis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce un conflit international de grande ampleur, impliquant la plupart ou l'ensemble des grandes puissances mondiales? Oui, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Ukraine, l'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Turquie. Des puissances européennes comme la France et le Royaume-Uni se sont-elles impliquées dans une certaine mesure? Un peu, oui, mais elles sont clairement sur le point de s'impliquer davantage. Est-ce que ça s'étend sur plusieurs continents? Assurément. Cela couvre le continent asiatique, cela couvre le continent africain. Cela s'étend de l'Europe occidentale jusqu'aux États-Unis. Est-ce que cela exige une mobilisation totale de la société? Pas de toutes les nations. Tous les pays n'ont pas mobilisé l'ensemble de leur société. Mais Israël, oui. L'Iran aussi. Les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar, le Koweït, l'Irak, l'Arabie saoudite, le Yémen, ils y sont assurément impliqués. Pour eux, c'est une guerre totale. Donc, compte tenu de la participation des puissances mondiales, de l'étendue géographique, de l'implication des acteurs engagés dans ce conflit, comment ne pas y voir une guerre mondiale? Je mets quiconque au défi d'argumenter le contraire. Mais au regard de la définition, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, nous n'avons aucune voie vers la paix. Ce n'est pas presque terminé. Nous ne sommes pas près de la fin, au point de pouvoir dire « Ouf, on l'a échappé belle, ça aurait pu être pire ». Nous sommes très loin de la fin, et aucun accord de paix n'est en vue. Je pense que la meilleure chance qu'aient eue les États-Unis et le monde de s'asseoir, de se serrer les coudes et de se mettre au travail sur un véritable accord de paix, c'était l'accord de paix en 14 points que nous... Ça, ce serait absurde d'en parler encore. Tout ça a volé en éclats, littéralement. Donc oui, je crains que nous soyons au bord de, à la porte de, et que la porte soit ouverte. Nous sommes en train d'entrer dans une guerre mondiale. Certains diront peut-être, eh bien, nous sommes en guerre mondiale depuis la guerre froide. Ou bien, ça a toujours été une guerre mondiale. D'accord, très bien. Mais au regard de la définition des principes reconnus au fil de l'histoire et de l'évaluation des conflits, je pense que si nous devions appeler la Troisième Guerre mondiale la Troisième Guerre mondiale, alors nous sommes à la porte. C'est ce que je crois au vu de ce que nous voyons.